En français, quand ils ont su pourquoi c'était, ils m'ont dit vous rentrez pas madame. Et l'après-midi, on y est retourné avec sa sœur et son beau-frère. Et il est ressorti dépité en disant il y aura enquête en France. Donc ça voulait dire qu'il ne partait pas avec moi les semaines d'après. L'ordinateur, ça a été une pièce... Une maîtresse de notre relation à distance, oui, parce que bon, j'ai appris ma grossesse alors que j'étais toute seule en France et qu'il était là-bas. Et donc par webcam, on discutait. Et un soir, j'ai pris un petit panneau où j'avais écrit « Je suis enceinte, tu vas être papa » et je l'ai mis à la webcam. Et là, je l'ai vu pleurer. Voilà, donc ouais. C'était un outil indispensable. Audrey et Alaé se sont mariés en France. Après le mariage, Alaé reçoit un refus de séjour et le couple part au Maroc pour obtenir un visa auprès du consulat de France, comme l'exige la préfecture. L'engagement d'une enquête bloque cependant la délivrance du document et Audrey revient en France sans Alaé. Elle apprend bientôt qu'elle est enceinte de jumeaux. Mais la grossesse connaît des complications. Audrey fait une fausse couche et perd un des enfants, épreuve qu'elle surmonte seule sans la présence de son mari toujours bloqué au Maroc. Ne supportant plus la séparation, le couple dépose un recours devant le Conseil d'État. Quelques jours avant l'audience, le visa est finalement délivré. Dans notre couple, ça a été dur de remettre les choses à flot, de repartir sur des bases sans angoisse, ensemble, parce que bon, d'être séparés, ça a brisé plusieurs choses. Et ça, c'est des choses auxquelles on pense pas non plus. On nous dit au guichet de la préfecture, vous en faites pas, ça prendra 2-3 mois, mais 2-3 mois, ça peut être énorme dans une vie. Il peut se passer... changer plein de trucs. Il peut se passer une fausse couche, ce qui est arrivé, il peut se passer une naissance, sans que... J'ose même pas imaginer mon état d'esprit s'il n'avait pas été là à l'accouchement. Je veux dire, elle peut pas compter sur quelqu'un, un mari à côté de toi. Il y a plein de choses, c'est-à-dire... en plus, tu sais pas c'est quand que tu peux retourner. Il n'y a pas une date, tu dis ouais, dans 3 mois, c'est sûr, c'est bon, je vais retourner à 4 mois, mais je sais pas. Mais non, attends, c'est dur de réfléchir. La préfecture m'a quand même dit ouvertement, monsieur, il faut aller vivre au Cameroun. Il faut aller vivre au Cameroun, monsieur. J'ai dit, mais madame, moi je suis français, je cotise, moi je travaille depuis l'âge de 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai fait un pré-apprentissage, un apprentissage, je travaille depuis l'âge de 14 ans. On me dit, bah, monsieur, vous êtes chez vous, mais non, il faut aller vivre au Cameroun. Attends, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est moi qui... Parce que j'ai épousé une femme camerounaise, je dois aller vivre au Cameroun. C'est incompréhensible. Et cette femme-là qui m'a dit ça, elle me l'a dit tranquillement, détachée. Elle me dit, mais de toute façon, je ne peux rien faire pour vous. J'ai dit, mais écoutez-nous, on a un rendez-vous avec vous. Ah non, pas possible d'avoir un rendez-vous. Quand on dit qu'on est mariés et qu'on parle à des gens qui ne sont pas dans notre situation, ils sont tous atterrés, ils disent c'est pas possible et tout. Et il y a même des gens qui disent au bout d'un moment, de toute façon, on ne serait jamais allé aussi loin que tu es allé. On aurait baissé les bras, on aurait choisi une autre femme et tout. Mais non, la vie c'est pas ça. On s'est engagé avec quelqu'un, et c'est ce qu'on vous dit quand vous vous mariez. Et il y a même monsieur le maire, il vous dit, hein, il va falloir chérir votre femme dans la douleur, dans tout ça. On vous dit toutes ces belles choses que la République française, elle doit faire. Et vous êtes prêts à les faire. Moi, je m'engage à les faire. Alors qu'on me laisse les faire. Monsieur le maire, il me l'a dit. Il me dit, monsieur, vous engagez? J'ai dit oui, haut et fort. Ma femme un peu moins fort parce qu'elle était émue. Mais on s'est repris à deux. Et après, on s'est embrassés. On était mariés. Et on a signé. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la République ne reconnaît pas ses enfants. Voilà, moi je demande que la République, elle reconnaisse ses enfants. On a des papiers qui nous reconnaissent. Voilà. Moi, je suis un peu ému, mais tout ça, pour moi, c'est fort. Moi, ça m'a pris... J'ai 40 ans, je ne me suis pas marié à la légère. Je ne peux pas marier comme un gosse à 18 ans qui fait des erreurs. Maintenant, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir ma femme. Pour moi, ça me coûte tout ça. À chaque fois que je sortais de la préfecture, j'avais un sentiment étrange à l'intérieur même du symbole de l'État au niveau local. Je ne suis pas chez moi. C'est-à-dire que mes droits sont bafoués. La loi est de notre côté. Enfin, elle est rentrée légalement en France, on s'est mariés, c'est une libre union, il n'y a aucun souci, on a tous les papiers qu'il faut. Et à chaque fois qu'on y va, mes droits sont bafoués. Après un mariage en France, un étranger qui n'a pas de titre de séjour peut dans certains cas obtenir sa régularisation.
Il doit pour cela prouver qu'il est entré régulièrement en France et qu'il y vit depuis plus de 6 mois auprès de son conjoint. Remplissant ces conditions, Karimatou se rend en préfecture accompagné d'Aurélien, son mari. À de multiples reprises, on refuse cependant d'enregistrer leur dossier. Les pièces qu'ils produisent ne seraient pas suffisantes pour prouver les 6 mois de vie commune. Une fois, ce sont les attestations d'abonnement qui ne sont pas acceptées. Une autre fois, ce sont les factures imprimées sur Internet qui sont écartées. La fois suivante, la préfecture refuse les documents au nom des époux qui ne comportent pas également leur prénom. Puis on exige qu'Aurélien et Karimatou ouvrent un compte bancaire commun. Cela fait 2 ans que le couple essaie sans succès de déposer son dossier à la préfecture. En fait, c'est des détails administratifs sur lesquels on a du mal à argumenter, quoi. Après, quand on est devant eux, que ça fait 2 heures que tu attends, que tu es là depuis 6 heures du matin devant la préfecture, que tu arrives devant eux et qu'ils te disent non, désolé, on prend pas les échéanciers, on prend que les factures. Tu sais pas quoi dire en fait, c'est ça, c'est tout bête. T'es dans la préfecture, en même temps tu vas pas taper un scandale comme tu taperais un scandale, je sais pas, dans un magasin qui t'a vendu un truc défectueux ou un truc comme ça, c'est la préfecture quoi. Voilà. Et ben on y est retourné là il y a 15 jours quoi. Et ben, ce coup-ci c'est moi qui suis pas en règle parce qu'il manque un tiret sur mon deuxième prénom sur l'acte de mariage. Aurélien, Eugène, je vois pas comment je pourrais avoir un 3e prénom féminin, je ne sais pas si ça existe. Admettons. Donc là, c'est pas une virgule qu'il faut, c'est un tiret. Voilà. Et à cause de ça, ils n'ont pas voulu prendre le dossier. Voilà, c'est ça. Donc pour ça, ils nous ont dit rendez-vous dans 3 mois. Et madame, pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Il faut aller chercher un visa. C'est comme ça qu'il s'exprimait. Donc je lui explique que déjà, j'ai pas à partir de mon pays parce que j'ai le droit de faire ma demande ici, parce que je suis pas rentrée clandestinement, je suis rentrée avec un visa. Et puis de 2, lui, il a peut-être pas envie de dormir seul tous les jours, de sa femme, donc moi c'est pareil, je veux mon mari près de moi tous les jours. De toute façon, même la loi te dit qu'en France, quand on est marié, il faut vivre ensemble. Donc il m'explique qu'il faudrait pas que je crie comme je ne sais pas quoi, parce que lui, il représente la loi, non, il représente le ministère de l'Intérieur, et que j'ai pas à lui parler comme ça, donc on s'embrouille avec eux, donc on retourne chez nous. On est encore reparti pour 6 mois d'attente. Je me dis que leur objectif, en tout cas, ce gouvernement qui est là, c'est de faire en sorte de limiter, mais vraiment bien comme il faut, déjà les mariages, les métissages, et ensuite de faire en sorte qu'on reste chez nous, qu'on soit pas là, parce qu'on n'a pas à être là, qu'ils veulent pas de nous. Nadia est arrivée en France durant son enfance avec ses parents. Après avoir eu des titres de séjour étudiant, elle demande un changement de statut pour pouvoir travailler. Cette demande est cependant rejetée et Nadia bascule dans l'irrégularité. Elle rencontre Pascal en 2006 et l'épouse l'année suivante. Remplissant les conditions pour demander sa régularisation, elle dépose un dossier auprès de la préfecture et ne reçoit aucune réponse pendant près d'1 an. Pendant cette période d'attente, la police se présente à son domicile. Tu étais toute seule parce que j'étais au travail. Ouais, j'étais toute seule, j'étais au travail dans la chambre. Donc j'entends cogner, donc j'ouvre en fait le Velux de ma chambre, enfin de notre chambre, et j'aperçois 2 messieurs. Je leur demande quel est le but de leur visite. Ils me disent descendez, on vous dira quand vous serez en bas. Donc moi, déjà avant ça, une semaine auparavant, quelques jours avant, il y avait des gens qui tournaient. Il y avait des gens qui tournaient et on avait eu des échos par nos voisins en fait. Donc moi déjà je pressentais déjà que c'était de la police. Ouais. Ils m'ont dit non, t'inquiète pas, il n'y a pas de raison qu'ils viennent. Et finalement ça s'est confirmé le 14, donc j'ai pas ouvert, je suis restée dans ma chambre. Je me suis quand même brossé les dents et je me suis quand même habillée au cas où ils montraient et m'emmèneraient. Et j'ai quand même le bon réflexe d'appeler les voisins. Alors, les voisins sont venus pour suite à ton appel. Suite à mon appel et ils ont demandé en fait qui étaient ces gens-là qui venaient l'importuner dans le jardin en fait. Et puis, ils ont dit en fait ils étaient des colporteurs qui venaient pour un sondage. Enquête. Donc voilà, mais en partant ils ont quand même bien dit que de toute façon on la pêchera plus tard et qu'ils reviendront. Donc on a bien supposé que c'était les forces de l'ordre. Oui, on a bien supposé que c'était les forces de l'ordre. Bon, moi j'ai eu l'histoire après en rentrant du travail avec un message sur le téléphone un petit peu particulier. Qu'est-ce qui se mais passe, sans pleurs. Non, mais quand même toute paniquée. Puis toute paniquée. Je suis chez la voisine, la police est venue, je me cache, enfin bref. Donc, je suis passée toute la journée en fait chez les voisins. Toute la journée chez les voisins. Ouais, en arrivant le soir,
pas te retrouver. Hein. Et puis, moi, je suis monté après directement. En fait, comme je savais pas trop si la police n'était pas encore là, on ne sait jamais en fait. Ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait comme si tout était normal. Je suis rentré dans la maison, je suis sorti la chienne, je fais le tour dans le jardin. Puis après, j'ai pris la chienne, je suis monté comme si j'allais la promener. Et puis, j'ai fait un petit crochet chez les voisins. On n'était pas persuadés, hein. Moi j'étais pas persuadé qu'il n'y ait pas encore quelques forces de l'ordre qui soient là en fait. D'attendre que j'arrive. En fait, tant que tu es à l'intérieur, ça va. Tu es protégé, tu ne leur ouvres pas. C'est dès l'instant où on sort, où on prend le risque. La police aux frontières, elle est venue donc, le 12 mai ici, à 7h15 du matin. Donc là, ça s'est passé relativement bien. Ils ont été très polis. Donc ils ont toqué en se présentant comme des policiers. Ils n'ont pas utilisé des méthodes de voyous. Et donc, Hicham leur a ouvert et puis ils ont dit voilà, on vient pour vous, vous savez pourquoi, etc. Après une première arrestation à domicile, Hicham a réussi à se marier avec Elsa. Remplissant les conditions pour demander sa régularisation, il dépose alors un dossier auprès de la préfecture. Mais alors que sa demande n'a toujours pas été examinée, Hicham est à nouveau interpellé au domicile conjugal. Et donc moi, ils m'ont dit madame, préparez un sac parce qu'il va sûrement être expulsé aujourd'hui. Et effectivement, donc à 7h15, ils l'ont cueilli ici. À 17h, il était à 7. Et il embarquait dans le bateau qui l'emmenait à Tanger. Voilà. Donc ça a été sans passer par le centre de rétention, donc sans avoir l'occasion de se défendre une dernière fois, de voir le juge des libertés, de pouvoir défendre son cas. Et donc en fait, sa place avait été réservée, quoi. Donc c'est un truc qui a été manigancé depuis un petit moment, quoi. Enfin, lui, de toute façon, son projet de base, quand il est venu ici, c'était d'acquérir un diplôme auquel il n'aurait pas forcément eu accès dans son pays, et de revenir travailler dans son pays, pour aider, quoi, pour construire des écoles, des hôpitaux, des choses comme ça. Et bon, après, il m'a rencontré, donc il allait pas... après, son projet s'est un peu modifié, puisqu'il allait pas rentrer définitivement. Mais c'est vrai que moi, ça m'aurait plu aussi qu'on fasse 6 mois, quoi. Profiter de nos deux pays et de notre mixité pour profiter de tous les points de chacun, quoi. Et retaper une maison, je sais pas, faire un riad, des choses comme ça, des rêves, quoi. Et bon, on les a toujours, hein, donc c'est juste que c'est une petite parenthèse. Enfin, une parenthèse un peu enquiquinante et usante, mais qui va finir. On espère qu'elle va se rouvrir bientôt. Et il y a eu une deuxième lettre de reconduite à la frontière, et c'est là qu'elle a fait vraiment des poussées de tension. Elle est montée à 21 de tension, et les pompiers qui sont venus en hélicoptère, moi j'étais au travail, ils sont venus la prendre à Bellegarde, et ils l'ont emmenée au CHU de Chambéry. Et le médecin me téléphone, et puis il me dit votre femme, je crains pour sa vie, et puis pour la vie du bébé, que les deux ils peuvent mourir. Alors on voudrait vous voir là, ici tout de suite ce soir. Alors je suis parti de mon travail, j'ai laissé le car, je suis parti avec la voiture, j'étais jusqu'à Chambéry, au CHU. Je suis arrivé, elle était dedans le coma. Et puis la perte de l'enfant, il était déjà décédé. Ils m'ont dit la mort de mon enfant. Et c'est là que j'ai pris une embolie cardiaque. C'est là que je suis tombé. Et puis je suis resté pendant 3 heures que j'ai perdu connaissance. Lisa s'est enfuie du Congo, où elle était en danger, et ne possède pas de titre de séjour. Après son mariage avec Jean-Luc, en 2005, Lisa est arrêtée à domicile avant d'être finalement libérée. Mais elle reçoit un arrêté de reconduite à la frontière qui provoque chez elle un stress important et de graves problèmes d'hypertension artérielle. Alors enceinte de 7 mois, elle fait une fausse couche et perd l'enfant. Quelques mois plus tard, Lisa est à nouveau interpellée. Ils m'ont emmené jusqu'à chez moi, donc... Ils m'ont fait la fouille à la maison. Donc, ils avaient tout sorti, les linges, les placards, les papiers, tout. Ils avaient tout mis au milieu là.
ils avaient tout étendu par terre là. Moi je suis rentré, ma femme n'était pas là. J'ai vu tout dévaster l'appartement. Il y avait le linge tout au milieu, tout. J'étais là, elle avait son portable, j'ai essayé d'appeler sur son portable, rien. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors après, il y a le voisin à côté qui me dit, le voisin à côté il me dit mais il y a eu de nombreux gens qui sont venus la chercher. Moi j'ai tout de suite pensé aux polices des douanes. J'ai tout de suite été là-bas. J'ai dit la police des frontières. Je sonne, qui vous êtes? Je suis le mari de Madame Chatselisa. On ne connaît pas cette personne-là. Au répondeur. Je dis comment vous ne connaissez pas Je dis mais vous venez de l'arrêter. Comment? Chatselisa? Non, on ne connaît pas. Et alors je lui donne son nom de jeune fille. Kukolela, Lisa. Oui. Ah, cette femme, on l'a. Je dis mais elle est mariée? Je dis, elle porte mon nom. Oui, encore entre eux, ils se disaient dans le bureau, encore un mariage en blanc. Moi je l'ai laissé parler parce que j'ai ma femme qui était en pleurs et puis tout. Je me suis occupé de ma femme. Puis après ils sont venus me chercher, ils m'ont dit maintenant vous sortez de là. Je dis ben laissez-moi dire au revoir à ma femme, parce qu'elle va partir à Lyon. Et puis après, ils prennent ma femme, l'autre il commence à dire Nîmes, centre de rétention Nîmes. Il dit je vais téléphoner au préfet, je suis tombé sur sa secrétaire. J'ai dit maintenant vous me passez le préfet parce que je vais faire une connerie, je vais le tuer. Et c'est là qu'elle m'a passé le préfet. Et j'ai vraiment discuté, j'ai dit moi maintenant c'est à vous de faire. Moi maintenant j'en ai arrivé à bout, ma femme est en train de mourir au centre de rétention, elle est en train de mourir à petit feu. Vous allez l'envoyer dans son pays. C'est comme vous lui mettez l'arme sur la tête et vous lui tirez une balle dans la tête. Vous allez tuer ma femme. Si vous tuez ma femme que j'aime, moi je vais le tuer. J'ai dit j'ai déjà tout prévu. Alors c'est à vous maintenant, vous avez tout pouvoir pour faire bouger les choses. Alors c'est à vous de libérer ma femme. Autrement, je vais dire, vous allez avoir 2 morts sur votre conscience. Ma femme va mourir, mais moi avec. Et c'est là qu'après, il a pris les choses en main, puis qu'il a libéré, quoi. Il a téléphoné au centre de rétention, quoi. Ils ont rendu ma femme malade, elle a perdu une enfance, c'est à cause d'eux, déjà d'eux, parce que moi je leur mets sur leur faute, parce que ça allait tout bien, sans début de grossesse, ça allait tout bien. C'est dès qu'elle a eu ses reconduites à la frontière que ça n'a plus été du tout. Hein. Et puis l'harcèlement policier, puis tout, on part dessus tout, c'est pas un environnement vraiment propice pour une femme enceinte. Hein. Ça, une femme enceinte, il faut du calme. Il faut du calme, il faut de la tranquillité. Mais ça, nous, on ne l'avait pas. C'était constamment, toutes les journées, tendu, toujours avoir peur, toujours la peur au ventre. Se coucher avec la peur au ventre et se lever avec la peur au ventre. Ça, vivre dans des conditions comme ça, moi, j'y souhaite à personne. N'importe quel préfet de la Haute-Savoie ou bien de là, ils auraient dit voilà, on lui délivre son visa, on lui donne sa carte de séjour. Il n'y a pas eu tous ces problèmes qu'il y a eu là. Il dit pour un tampon sur un passeport. J'ai dit mais est-ce qu'il faut en arriver là à presque des gens meurent pour avoir un tampon, un visa? Le fait qu'on n'ait pas vécu de sentiments d'actes forts comme un centre de rétention ou une expulsion fait qu'on s'installe dans une sorte d'habitude qui au final laisse place à une espèce de résignation. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça, la marche à suivre, alors suivons-la bêtement. Et qui peut peut-être vous faire craquer aussi et faire que votre relation puisse s'arrêter aussi. Parce que lui au moins peut en avoir marre en disant bon je me reproche tout le temps que je le bloque et ça on en parle tout le temps même s'il me dit non tu me bloques pas, c'est comme ça on doit le vivre. Pour moi non, je l'empêche de faire certaines choses parce qu'aujourd'hui il peut pas, si admettons il veut s'acheter une maison, faire quelque chose, on aurait été à 2, on l'aurait fait spontanément comme tout le monde, prendre un crédit, je ne sais pas quoi. Mais là, aujourd'hui, il ne peut absolument rien faire. Pourtant, il est français, il a ses papiers. Hein. Il n'a pas de problème. Mais il peut absolument rien faire à part travailler, rentrer chez lui, enfin, vivre comme moi. C'est ça. Et pourtant, il est chez lui. Il vit comme un sans-papier. Exactement. Une angoisse, un petit peu diffuse, tout le temps. Quand on prend la voiture, et qu'on passe devant des gendarmes, quand on rentre de soirée de chez des amis, qu'il est 3h du matin et qu'il y a une voiture de police qui passe à côté de nous. Et moi je me sens mal. J'en sens mon cœur qui fait comme ça. Ah putain, pourvu qu'il nous arrête pas. Et il y a ça, il y a la même chose hein, dans le métro. En fait, j'ai pas l'impression